Raël attend toujours son clone. Nous sommes dimanche soir et c'est secret d'actualité. Je suis très heureuse de vous annoncer que le premier bébé clone est né. Le premier clonage humain, une petite fille serait venue au monde hier, annonce faite par la secte des Raéliens. Est-ce que ce n'est pas simplement un coup de pub ? Non, absolument pas. Le second bébé est né la nuit dernière. Parce que je soutiens le clonage. Comme je l'ai écrit dans mon livre, Oui au clonage, je pense que c'est un grand pas pour l'humanité dans le futur. Le troisième bébé est né. Si c'était vrai, c'était quand même le scoop du millénaire. Quand je parlais de clonage il y a 27 ans, les gens riaient. Maintenant, ils ont peur. Bonsoir, il s'est longtemps appelé Claude Vorillon. Il a connu, vous allez le voir ce soir, beaucoup de métiers avant de se fixer sur une activité, et pas des plus simples d'ailleurs, celle de prophète. Dès lors, l'homme qui se dit désormais demi-frère de Jésus a oublié son patronyme et a adopté une nouvelle identité qui va devenir la marque de son mouvement spirituel. Il se fera appeler Raël. Vous avez tous certainement entendu parler de ce gourou qui, depuis son retour, comme il l'affirme d'un voyage avec les extraterrestres, tente de développer sa petite entreprise que l'on appelle aussi une secte. Lui et ses discours ont d'abord fait sourire, puis beaucoup moins lorsque les pouvoirs publics et la justice se sont intéressés de plus près à ce mouvement et notamment aux dérives sexuelles pratiquées sur des enfants d'adeptes. Et puis viendra le temps de l'un des plus grands coups de bluff médiatiques de ces dernières années. Coup de bluff et coup de pub, la secte raélienne annoncera la naissance d'un bébé cloné puis d'un autre. À l'époque, l'information fera la une des journaux du monde entier. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ces annonces? Info, intox. Pour suivre avec nous notre enquête ce soir, Dominique Saint-Hilaire, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes une ancienne adepte. On va voir un petit peu avec vous la face cachée de ce mouvement. Et puis avec nous également Frédéric Lenoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et puis vous dirigez le monde des religions. Dominique Saint-Hilaire, première question. Vous avez donc été membre du mouvement raélien durant combien d'années? J'ai été membre du mouvement raélien pendant 13 ans, de 1987 à 2000. On va voir avec vous un petit peu qui était Raël, comment ça se passait à l'intérieur. Mais juste une première question. Qu'est-ce qui vous a séduit tout d'abord? Quand on voit Raël, quand on voit ce mouvement, qu'est-ce qui vous a séduit? Alors tout d'abord, ce qui m'a séduit, ce n'était pas Raël, c'était le livre. J'ai lu le livre. Livre dans lequel il revient sur ses théories, sur les éoliennes. C'est le livre, c'est la Bible des Raéliens. Parce que c'est un livre qui... Il y a le message des extraterrestres, enfin c'est le livre qui dit la vérité et les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète. Donc ces deux livres étaient en un seul volume. J'ai lu ceci et bon, c'est vrai que c'était un moment où je me posais certaines questions, j'allais pas trop bien non plus dans ma vie, mais enfin ça c'était pas... C'est venu par la suite, hein. C'est quand j'ai rencontré les membres du mouvement. Frédéric Lenoir. Au départ, quand on regarde honnêtement Claude Vorillon, on le voit arriver, on le voit sur ces images, avec effectivement cette tunique blanche, cette croix, enfin en tout cas ce sigle, ses cheveux. On a plutôt tendance à sourire, honnêtement, et pourtant. Mais moi je crois que plus c'est gros, plus ça marche. J'ai l'impression que je vous dirais sérieusement ici que je suis le descendant de Bouddha, Jésus, Mahomet et que je crée une secte et que je vais offrir un orgasme cosmique aux 15 premières adeptes, il va y avoir 25 coups de fil. C'est-à-dire qu'il y a des gens fragiles psychologiquement qui sont en attente de personnages qui ont un ego très fort, il a un ego très fort, il est convaincu de ce qu'il dit. Je crois qu'il n'est pas dupe, mais en même temps, il dégage une certaine conviction et qu'on lui a fait tellement de publicité en l'invitant sur des plateaux de télévision pour rigoler. Mais à chaque fois, je me souviens d'émissions, par exemple, avec De Chavannes, Ciel Montmardi, tout le monde rigolait sur le plateau, connaissait son discours, lui le premier, mais à chaque fois, il y avait 300 personnes qui recrutaient à chaque émission. Alors, on va vous retrouver tous les deux tout à l'heure. Place maintenant à notre enquête, Raël, son parcours, ses dérives, une secte et ses utopies mercantiles de clonage humain. Nous sommes allés au Canada, au Québec, et plus précisément, puisqu'il s'agit de la terre d'accueil, la terre d'adoption du mouvement raélien. C'est un document inédit signé Sophie Le Gall et Camille Carpentier. Un jour, un petit groupe qui se fait appeler le mouvement raélien va se lancer dans une folle aventure, le clonage humain. Leur gourou, sa sainteté Raël, leur promet ainsi d'atteindre l'éternité. Je parle pas de science-fiction lointaine, là. Ça y est, les gens qui ont moins de 40 ans, vous n'allez pas mourir.
C'était pas idiot de la part de Raël de lancer l'idée « je vais faire le premier clone humain ». C'était possible. Je suis très excitée, j'ai très hâte d'avoir un enfant, d'avoir 7 enfants. Donc Raël, avec ses mères porteuses, lui, il était bien. L'affaire Cloned est aussi l'histoire de l'ascension d'une personne qui s'appelle Brigitte Boisselier. Le premier bébé clone est né. Le président George Bush va demander au Congrès de voter une loi interdisant le clonage humain. Jacques Chirac parle de pratiques criminelles. Ils étaient dans les journaux du monde entier. Je veux que vous disiez à la Cour où est l'enfant actuellement. Ok. Nous sommes au début des années 70. Une vague de soucoupes volantes s'abat sur la Terre, du moins si l'on en croit certaines personnes qui affirment avoir vu des ovnis ou des extraterrestres. Remarquez que ça n'avait rien du tout d'une soucoupe. Hein. Ça ressemblait à une étoile de mer, disons. Le bonhomme était habillé comme un bonhomme Michelin. Il y avait un casque, il y avait des gants. Vous voyez, j'ai tout vu. Moi, je ne sais pas ce que c'est, je connais rien. Mais c'est un danger public. Il est bientôt temps qu'on s'en occupe. Hein. 11 jours après le passage de ces témoignages à la télévision, un autre homme affirme lui aussi avoir rencontré des extraterrestres dans un volcan d'Auvergne. Il se prénomme Claude Vorillon. Cette supposée rencontre avec ceux qui l'appellent les Elohim aurait pu en rester là. Mais pour cet ancien chanteur raté, sacré sale gueule que je ne travaille depuis bientôt 20 ans. Et qui dirige à l'époque un petit journal automobile au bord du gouffre financier, les Elohim vont être l'occasion d'une nouvelle carrière, cette fois-ci couronnée de succès, celle de prophète. En 1973, quand il lance son affaire, il surfe sur la vague des contactés avec les extraterrestres, comme il surfe aussi début des années 70 sur la vague de la libération sexuelle. Enfin bon, c'est quelqu'un qui sait sentir l'air du temps et puis l'utiliser. Donc tout ça mis ensemble sur une population comme celle de la France, vous êtes certain de recueillir des adeptes. Il a trouvé un moyen d'être une superstar. 1974, Claude Vorillon vient de finir l'écriture de son ouvrage, Le livre qui dit la vérité. Jacques Chancel, qui présente alors une des émissions les plus populaires en France, décide de l'inviter. Un type qui vient me raconter, qui m'affirme qu'il a vu les soucoupes volantes, qu'il a vu les petits hommes en descendre, qu'il est allé vers eux, qu'il a eu cette conversation d'amitié avec eux, ce type ne peut pas être inintéressant. Je suis allé dans cette émission en me disant, je raconte mon histoire, ok, vous entendez là-haut, je fais ce qu'on me demande et personne ne va m'écouter. En réalité, pour des milliers de personnes, c'est ce passage télévisé qui va faire de ce jeune homme à l'allure sage le dernier des messagers. Le garçon qui parle s'appelle Claude Vorillon. J'avais envie de prendre un bol d'air et d'aller un petit peu me balader dans les volcans. Et là, j'ai vu, en me promenant à pied, j'ai vu quelque chose qui brillait dans le ciel. Et puis, une trappe s'est ouverte sous l'appareil, un escalier s'est déplié et des jambes sont apparues. Des jambes nues? Non, vertes. Moi, j'étais complètement halluciné, parce que c'est le mot, parce que je me disais, mais il se fout de ma gueule? Ou bien il est réellement comme ça? Si on pense que ce que je dis est vrai, j'ai juste fait un travail de messager, et à ce titre-là, je crois que ce que je fais est bien. Et si on pense que ce que je dis est faux, j'ai une imagination tellement fantastique que je mérite aussi le respect. Les invités sur le plateau ricanent, mais voici pourtant ce qui va se passer les jours suivants. 2 jours plus tard, j'ai reçu des milliers de lettres. C'est fou, c'était des milliers de lettres. Des milliers de lettres. De gens qui m'ont dit, on veut vous aider, c'est ce qu'on a toujours pensé, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider?
Et ça a été le début, la création du mouvement raélien, du premier mouvement raélien qui s'appelait MADEC à l'époque. Et ça a été le démarrage. Claude Vorillon quitte son costume étriqué et se fait dorénavant appeler Raël. Des fans de soucoupes volantes se rassemblent alors autour de lui pour guetter la prochaine apparition. Je regardais souvent le ciel, les étoiles, puis je me disais, il y a des gens qui vivent là-bas, c'est sûr, c'est sûr. 2 ans plus tard, Raël va encore plus loin. Il affirme que les extraterrestres l'ont emmené faire un petit tour en soucoupe volante. Et c'est à cette occasion que les Elohim lui auraient montré comment devenir immortel en dupliquant l'ADN d'un être humain. Dès 75, sans prononcer le mot clonage, qu'il ne connaît pas, il raconte quelque chose qui ressemble à du clonage. Puis ils vont dans un coin de la planète, ils atterrissent à côté d'une machine. C'est un petit peu comme dans le 5e élément. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grosse machine, un gros bac. Il y avait, s'approche de lui pointe quelque chose au niveau du front, met la chose dans la machine. Et Raël voit une forme vaguement se former. Grâce aux extraterrestres, Raël dit s'être en quelques minutes dupliqué. C'est comme si on fabriquait vraiment la copie conforme, et c'est vous-même, vous parlez à vous-même. Donc c'est le secret, si vous voulez, de l'immortalité des petits hommes verts. Raël promet la même expérience à ses disciples. Mais l'immortalité ne s'obtient qu'à la condition d'être un bon raélien, c'est-à-dire de respecter les règles édictées par Raël lui-même. C'est pas promis à 100% que tous les Raéliens vont être recréés scientifiquement sur la planète des Elohim. Par contre, on a des chances d'être recréés si on fait ce qu'il y a à faire dans le mouvement, quoi. Alors, c'est certain que c'est une carotte. Pour recruter davantage, Raël ne promet pas seulement l'immortalité, il surfe aussi sur un autre thème à l'époque très en vogue, la liberté sexuelle. Raël promet ainsi à ses adeptes d'atteindre l'orgasme cosmique. C'est le deuxième message que lui ont transmis les extraterrestres. Il mettait toujours les extraterrestres avant pour dire, bon, mais les extraterrestres demandent de faire ci, les extraterrestres demandent de faire ça. Pour lui, les Elohim n'étaient pas contre la sexualité. Au contraire, la sexualité aidait à se développer. Même dans certains cas, aidait à devenir plus intelligent. Les couvertures de la revue du mouvement raélien ressemblent alors à des unes de magazines de charme. Il y a même la raélienne du mois. Raël propose aussi des stages de méditation sensuelle à ses adeptes, censés les aider à se désinhiber. La méditation sensuelle permet aux hommes et aux femmes de mieux jouir de la vie. Il y a des méditations qui sont faites dans la nature pendant qu'on est nu, simplement, et pour que finalement on arrive à se rendre à l'aise en étant nu. Et graduellement, vous allez enlever votre djellaba de façon à pouvoir toucher votre corps en entier. Il y a des exercices de toucher aussi, de massage léger qui se font entre individus. Les participants au stage apprennent donc à découvrir sans préjugés les odeurs, les textures et les saveurs des différentes parties de leur corps. C'est très dans le trip des années 70 au fond. C'est vraiment là-dessus que ça se fonde. En s'inspirant de thèmes à la mode, Raël a réussi à créer un mouvement solide de quelques milliers de fidèles, mais qui va peu à peu se transformer en mouvement sectaire. Le mouvement raélien prospère en France, mais aussi au Québec, où il a même obtenu le statut d'église. Raël décide alors de s'y installer. Mais derrière cette image de prophète respectable, il donne son temps et sa vie. Il est un artiste du don. Se cache en réalité un gourou qui, en quelques années, s'est construit une secte entièrement à son service. Raël, c'est un opportuniste, avec du recul pour moi, c'est un opportuniste qui a toujours voulu avoir des femmes et de l'argent. L'argent, c'est bon.
Et tous ceux qui disent le contraire sont pauvres, et c'est bien fait. Comme toute secte qui se respecte, le mouvement raélien a besoin de recueillir des fonds. Pour amener ses adeptes à lui verser 10% de leur salaire, Raël leur présente un projet pharaonique, la construction d'une ambassade pour accueillir les extraterrestres, évidemment. Je vous laisse imaginer l'enthousiasme qui sera là, pour certains qui ont vu le film Rencontre des troisième types, lorsqu'il y aura une ambassade et qu'on verra du ciel venir un engin qui viendra pour ce grand contact. Je crois que c'est un jour merveilleux. Et ce jour merveilleux, les Raéliens ont beau cotiser depuis 32 ans, ils l'attendent toujours. Pourtant, la secte dispose aujourd'hui d'un trésor de guerre d'environ 12 millions de dollars. De l'argent dont Raël dit ne jamais avoir profité personnellement. Jamais quelqu'un peut se dire je donne une cotisation au mouvement, puis Raël va le prendre en salaire. Non. S'il verse au mouvement raélien, il n'y a rien pour moi. Pourtant, Roland Dussault, qui a côtoyé le prophète pendant près de 20 ans, en est beaucoup moins sûr depuis que Raël lui aurait fait une confidence. D'après moi, Raël peut partir avec la caisse. Elle l'a dit personnellement à moi, face à face, quand moi je lui disais que je trouvais merveilleux le fonctionnement au mouvement raélien sur le plan financier, que finalement on ne pourrait jamais dire que le prophète pourrait partir avec la caisse. Il m'avait dit très formellement, je peux partir avec la caisse, je suis le seul à contrôler l'argent au mouvement raélien. Raël ne contrôlerait pas seulement l'argent du mouvement, il contrôlerait aussi une partie des femmes, car pour le servir au quotidien, il a créé l'Ordre des Anges. On va demander aux anges de venir s'asseoir devant là. Ça va être très beau. Avec leur belle petite voix. C'est formidable comme on les aime. C'est un ordre religieux. C'est les bonnes sœurs raéliennes. Mais il y a une petite différence. Ils sont vraiment au service à 100%. 100%. Prêts à donner leur vie. Et à l'intérieur de cet ordre, Raël a imaginé une sous-catégorie qu'il appelle les cordons dorés. C'est des femmes qui ont vraiment décidé de s'abstenir de toute relation sexuelle avec les autres hommes, à l'exception de Raël. Si Raël veut avoir des moments intimes avec un cordon doré, elle ne peut pas refuser. C'est une façon pour lui d'entretenir une espèce de harem, et il se défend toujours en disant que c'est le choix de ces filles-là. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont endoctrinées. T'sais. Endoctrinées, comme le fut Marie-Hélène durant 25 ans. Aujourd'hui, elle réalise qu'elle était totalement sous l'emprise de Raël. Parce que moi, j'ai quand même eu des relations sexuelles avec lui. Il m'a jamais attiré sexuellement, mais je l'ai fait quand même parce que c'était le prophète. Juste l'effet d'être proche de lui, d'avoir un moment intime avec lui, c'était un privilège. Mais sexuellement, il m'a jamais attiré. C'était pas un homme qui m'attirait. Et puis, de toute façon, c'est pas un homme qui donne au niveau sexuel. Hein. C'est un homme qui prend. Raël aurait même créé un groupe plus secret, appelé les Chérubins, dont les motivations semblent très ambiguës. Elles peuvent être chérubins très très jeunes, 8, 9 ans, 10 ans, et elles se réservent pour le prophète. Elles n'auront pas une vie d'adolescente normale, c'est-à-dire d'avoir des petits copains ou quelque chose. Non, elles sont formées pour être vraiment au service. Il y a plusieurs années maintenant qu'il dit que c'est que la pédophilie, c'est défendu, tout ça. Mais dans les premières années du mouvement raélien, c'était pas tout à fait ça qui nous était présenté. Voici notamment dans l'un de ses ouvrages ce que Raël recommande pour l'éveil sexuel des enfants. Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal. Expliquer à quoi ça sert, c'est mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir. À un repas chez moi en 92, il y a quelqu'un qui a posé une question comme qu'est-ce qui se passe sur la planète des Elohim à propos de la sexualité, la sensualité des enfants, tout ça.
Alors, la réponse que Raël a donnée à ce moment-là, c'est que sur la planète des Elohim, l'éveil sexuel des enfants est très à bas âge. Ça se passe très bien entre adultes et enfants parce que la société est prête à ça. Ça se passe comme ça depuis très longtemps. Alors, c'est sûr que ça laisse la porte ouverte à de belles interprétations de la part de certains Raéliens. Et ça peut mener loin. Ça pouvait mener loin, quoi. C'est-à-dire, quand vous dites ça peut mener loin? Bien, il y a des parents qui ont laissé approcher certains hommes de leurs enfants. Celui qui fut l'ancien bras droit de Raël durant 15 ans, Jean-Denis Saint-Cyr, affirme même que certains parents se servaient de leurs adolescents pour obtenir les faveurs de personnes haut placées dans le mouvement raélien. J'ai vu, moi, une mère de famille, m'offrir sa fille pour être bien vue, parce qu'elle était bien vue par moi, puis elle était bien vue ensuite par les autres qui auraient su que j'étais avec sa fille. Tous ces dérapages font qu'à partir du milieu des années 90, la justice s'intéresse à la secte. À Saint-Étienne, une information judiciaire est ouverte contre 4 Raéliens. Et à Carpentras, 2 autres adeptes font même l'objet de condamnations. La cour d'assises du Vaucluse a condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, les 2 membres de la secte raélienne. Ils sont accusés d'avoir abusé en janvier 95 d'une fillette âgée de 11 ans. À la fin des années 90, le mouvement raélien commence à s'essouffler. Pour Raël, il est donc temps de relancer sa secte sur un autre thème. C'est l'annonce de la naissance d'une brebis en 1997 qui va lui en donner l'occasion. C'est une première mondiale dans le domaine de la génétique. Des scientifiques britanniques ont en effet annoncé aujourd'hui avoir créé un clone de mammifère adulte. Dolly, la brebis, a été conçue à partir d'une cellule unique prélevée sur une autre brebis adulte. Elle en est donc la parfaite copie génétique. 26 février 1997, l'annonce de la naissance de la brebis Dolly fait la une de tous les journaux et inquiète aussitôt de nombreux gouvernements. Il y a eu des rencontres de chefs d'État qu'on n'avait jamais vues pour aucune technologie, même pour le nucléaire. Sont montés au créneau Sa Sainteté le Pape, le président des États-Unis d'Amérique. Tenter de faire du clonage sur un être humain est dangereux et inacceptable. Le président de la République française. C'est bien au niveau international qu'il faut interdire le clonage. Le Premier ministre britannique, etc., 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 c'est pas parce que l'on avait reproduit de manière asexuée une brebis. C'est parce que l'on avait uniquement en tête de la brebis à l'homme. Immédiatement, on savait que c'était possible chez l'homme. Cette effervescence n'a pas échappé à Raël. Tranquillement installé en Floride pour l'hiver, il comprend immédiatement que la brebis Dolly va lui permettre de réaliser là son plus gros coup, en affirmant qu'il se lance dans le clonage humain. Il était dans sa chambre, il est arrivé dans la salle à manger où on était. Il a dit justement qu'il venait de créer la première compagnie de clonage, Clonade. Il était le premier à le faire, même si c'était qu'une boîte postale. Il était le premier à faire cette compagnie. C'était pas idiot de la part de Raël de lancer l'idée « je vais faire le premier clone humain ». C'était possible. En réalité, il semblerait que le clonage soit surtout pour Raël une façon de faire oublier l'image déplorable de la secte, comme le montre cette vidéo interne que nous nous sommes procurée. Bien qu'on nous ait enfermés dans le tiroir secte, grâce à la science et à tous les événements scientifiques à venir, nous pouvons sortir de ce tiroir. Raël a eu une nouvelle vision. Il s'est dit, avec le clonage, on va pouvoir se mettre en avant, on va pouvoir faire parler du clonage et on va faire parler de soi, évidemment, enfin, on va faire parler du mouvement. Et donc, effectivement, cette histoire est une façon de relancer la dynamique. Ça a remobilisé en interne. À l'intérieur du mouvement raélien, l'annonce de la création de Clonade, la société chargée de fabriquer un clone humain, est accueillie dans la joie. Je me souviens, tout le monde va crier, applaudir, oui, ça y est, c'est fantastique. Dans le mouvement raélien, c'était vraiment la foire, c'était la fête, c'était quelque chose d'extraordinaire. On parle pas de science-fiction lointaine, là. Ça y est. Vous, je vous rappelle, les gens qui ont moins de 40 ans, les autres presque,
Peut-être, ça dépend, on ne sait jamais. Vous n'allez pas mourir. Vous avez des tas de discours dans lesquels il leur dit avant votre mort, vous connaîtrez l'éternité. C'est pour ça les gens qui sont contre le clonage ou la vie éternelle, qui meurent. C'est bien. Raël présente Cloned à ses adeptes comme une entreprise qui va réellement fonctionner. En fait, il semblerait qu'à ses débuts, la première société de clonage humain s'apparente plutôt à une vitrine virtuelle destinée à appâter les clients potentiels. Tout ce que l'on savait, c'est que c'était une boîte aux lettres vide aux Bahamas pour pouvoir récolter des fonds. Très, très rapidement, ce qui s'est mis en branle, c'est le site Internet. Il y avait pratiquement que ça. Là. C'était vraiment la visibilité qui se donnait par rapport à Cloned, c'était avec le site Internet. Mais pour crédibiliser son site Internet, Raël a besoin d'une scientifique. Il choisit cette femme, Brigitte Boisselier, qui en quelques années passe du statut de simple adepte à celui de présidente du projet phare Cloned. J'ai dû la rencontrer, je ne sais plus, en 93 ou en 94. Au départ, c'est plutôt quelqu'un d'ailleurs de très agréable, très modeste, très à l'écoute. Mais qui, par ses diplômes, par son intelligence, va rapidement gravir les échelons. Brigitte Boisselier, titulaire quand même de plusieurs doctorats en chimie. Elle devient un peu la caution morale du mouvement, Brigitte Boisselier. Même si elle est chimiste, puis les compétences en chimie n'ont rien à voir avec le clonage. Brigitte Boisselier ne connaît peut-être pas grand-chose au clonage, mais Raël sait au moins qu'il peut compter sur elle. Elle lui est entièrement dévouée. Je ressens un profond respect pour lui, certainement, oui. J'ai même plaisir à l'appeler mon prophète bien-aimé parce que je trouve que je dois lui marquer ce respect-là. Durant ce discours, Brigitte Boisselier me semblait vraiment endoctrinée, mais à l'os, comme on dit au Québec. C'est mon étonnement quotidien de voir tout ce qu'il nous apporte. Et puis c'est bon de te soutenir, prophète bien-aimé. C'est mon plaisir, c'est mon bonheur, c'est ma vie. En plaçant Brigitte Boisselier à la tête de Cloned, Raël évite toute responsabilité juridique dans la société, une façon pour lui de se rendre inattaquable en cas de poursuite en justice. C'est elle qui, légalement, pourrait subir les foudres de responsabilité légale dans certains cas. Parce que Vorillon, lui, il veut bien la publicité, mais il veut pas les ennuis juridiques potentiels. Et ça, on voit vraiment le courage de Claude Vorillon. Mais le plus grand atout de Raël, ce sont ses anges, ces raéliennes prêtes à servir les projets les plus fous de Cloned. Vous savez que pour avoir un clone, il faut quelques centaines d'essais. C'est-à-dire se procurer suffisamment d'ovules, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un clone? C'est un ovule modifié, sans l'apport d'un spermatozoïde. Si c'était le contraire, un spermatozoïde modifié, ce serait déjà fait, parce qu'on en a plein des spermatozoïdes. Mais l'ovule, c'est la cellule la plus rare du corps. Et donc c'est la plus difficile à obtenir, surtout dans des conditions éthiques. Mais pour Raël, c'est rien du tout. Lui, il avait tout son harem, plus tout le cheptel raélien. Pour rendre vraisemblable son projet Cloned, Raël met les femmes de son mouvement en avant. Il y a eu un appel de fées aux raéliennes pour pouvoir être mère porteuse. Alors Raël envoie ce message en interne à toutes les femmes de la secte. L'heureuse élue qui aura porté le bébé à terme passera à la postérité et sera pour toujours celle qui a donné naissance au premier clone humain. Le choc médiatique sera colossal. Alors, êtes-vous prête pour la grande aventure ? C'est vraiment une mission, elles ont l'impression d'être de grandes pionnières et elles vont faire avancer la science et on se souviendra d'elles comme on se souvient de Jésus, quoi. Une fois les mères porteuses sélectionnées, Raël organise alors une conférence de presse pour les présenter. Parmi elles, il y a la propre fille de Brigitte Boisselier. Je suis très excitée, j'ai très hâte d'avoir un enfant, d'avoir 7 enfants. Qu'on veuille vendre des bagnoles, du beurre, du clonage ou un mouvement religieux, les jolies filles, c'est ce qui marche le plus, quoi. En effet, ça marche. Anouchka la blonde et Marina la brune sont mises en avant par Cloned, que ce soit dans la presse féminine, mais aussi masculine.
Ces images aguicheuses peuvent faire sourire, mais toutes ces femmes, à la disposition d'un savant fou, commencent alors à préoccuper certains scientifiques. Cloned a quelques arguments. Et les arguments, c'est des ovules et des ventres féminins à revendre, en quelque sorte. Donc il est en position privilégiée pour réussir. L'opération marketing a si bien réussi qu'un homme contacte Cloned. Il s'appelle Mark Hunt et il est prêt à investir beaucoup d'argent pour réaliser le premier clone humain. Au début de l'année 2000, il se rend en Floride. Il a rendez-vous avec Raël. Raël était très content de rencontrer Mark Hunt, c'est sûr, hein, c'était un des premiers clients, quoi. Alors c'était la possibilité justement de la business qui commençait. Nous sommes à Charleston, en Virginie, aux États-Unis. Mark Hunt vient de vivre une tragédie. Cet avocat a perdu son fils Andrew, âgé de 10 mois, à la suite d'une malformation cardiaque. Lui et sa femme, Tracy, ne s'en remettent pas et le couple a une idée folle, faire appel à Cloned. Il a perdu son fils et il veut que son fils revienne. Et plus tard, il m'a dit au téléphone, j'aurais fait n'importe quoi pour que mon fils revienne. N'importe quoi. Et ils vont penser au clonage pour ressusciter justement cet enfant mort. C'était une opportunité pour voir ses yeux. C'était une opportunité pour le tenir et l'aimer, même s'il avait une forme différente. Vous avez donné naissance récemment à un merveilleux enfant, Mark Jr. Oui, nous avons un autre bébé. Il est charmant et nous l'aimons. Mais ce n'est pas Andrew. Dans le plus grand secret, le couple Hunt décide de miser toute leur économie sur Cloned. Cette famille est prête à financer la totalité de l'opération jusqu'à ce que cet enfant soit né. Donc on a effectivement les fonds. Ça représente plus de 500 000 $. Le laboratoire, vous le construisez où? Aux États-Unis. Où ça? Dans un endroit qui est pas mal. Il s'agit en fait d'une ancienne salle de classe de chimie désaffectée que Mark Hunt a louée pour le compte de Cloned. Mark Hunt pense alors que Brigitte Boisselier mènera à bien la mission qu'il lui a confiée, cloner son fils mort. Seulement il se trompe. 29 mars 2001. C'est la consécration pour Brigitte Boisselier. Elle est invitée par le Congrès américain et victoire suprême, elle a réussi à imposer dans l'enceinte du Parlement son prophète bien-aimé, Raël. Raël n'était pas invitée. Et Brigitte, elle a dit, si mon guide spirituel ne vient pas avec moi, je n'y vais pas. Alors, il s'est fait inviter, quoi. Raël était super excité de se
Il y a un risque que l'enfant soit retiré de sa famille, mieux vaut perdre sa crédibilité et ne pas faire le test. Car ce qui est important, c'est l'enfant, ce n'est pas de prouver au monde qu'on a raison. J'étais vraiment surpris d'entendre ça quand Raël a fait cette annonce. Il était clair pour moi qu'il utilisait mon cas comme prétexte pour éviter de faire des tests ADN, parce que finalement, Cloned ne disait pas la vérité. C'est effectivement ce que Marie-Hélène Parent aurait réussi à faire avouer à Raël lors d'une discussion. Automatiquement, moi, je pose la question à Raël, je dis, mais c'est fantastique, s'il n'y a pas eu de bébé cloné, s'il n'y en a pas de bébé Ève, c'est la meilleure excuse qu'on peut avoir. Il a regardé un peu par en bas avec un petit sourire dans le coin et il me dit, t'as tout compris. Alors, j'ai compris quoi? J'ai compris qu'il n'y en avait pas de bébé Ève. C'est ce que j'avais compris. Des tests à plusieurs reprises repoussés, puis finalement annulés, la presse commence à s'interroger. Le bébé clone Ève est de plus en plus perçu comme un canular. Raël décide alors de s'en dissocier. Je ne sais pas où est le laboratoire, je ne connais pas les scientifiques qui travaillent, je connais pas ni les parents ni l'enfant, je ne sais rien. Moi-même, j'attends les preuves comme tout le monde. Il va dire, ça c'est le projet scientifique de Brigitte, elle est au courant, moi je connais rien au clonage. C'est exact, il connaît rien au clonage. Et de cette façon-là, il remet à Boisselier toute la pression. La situation est critique pour Brigitte Boisselier. Son prophète vient de la lâcher. Dès le lendemain, elle tente alors une diversion. Le second bébé est né la nuit dernière, à 22h, enfin dans l'endroit où elle est née. Et elle est la fille de 2 femmes qui viennent de Hollande. Le problème, c'est qu'encore une fois, Brigitte Boisselier n'a pas la moindre preuve de ce qu'elle annonce. Vous ne donnez pas de preuves. Une fois, 2 fois, après c'est terminé. Hein. Et ce n'est pas l'audition de l'adjoint de Brigitte Boisselier, Thomas Kenzig, devant la justice américaine, qui va améliorer la situation. 22 janvier 2003, l'avocat Bernard Siegel a enfin obtenu que le tribunal entende le numéro 2 de Cloned, Thomas Kenzig. Et sa prestation va s'avérer catastrophique. Kenzig ne pouvait donner aucun détail à propos du bébé Ève. Il ne pouvait pas décrire qui étaient les médecins impliqués. Il ne pouvait pas décrire où Cloned était localisé. Il ne pouvait pas décrire l'équipement du laboratoire de Cloned. Il s'en remettait toujours à la présidente de Cloned, Brigitte Boisselier. Selon ses acolytes, Brigitte Boisselier semble donc être la seule impliquée dans Cloned. La scientifique se retrouve vraiment isolée. À cette nouvelle difficulté, elle a dès le lendemain une réponse, toujours la même. Le 3e bébé est né, donc nous avons maintenant 3 bébés. Ils sont en pleine forme et en bonne santé. Brigitte Boisselier affirme avoir obtenu 3 bébés clonés sur 10 implantations de mères porteuses. Elle affiche donc un taux de réussite exceptionnel de 30%. Pour 30%, c'est fabuleux. C'est un extrêmement bon score. Je dirais que si on avait ça chez l'animal de façon régulière, on serait extrêmement content. Je vous rappelle que l'animal chez lequel ça marche le mieux, c'est la vache. Ça reste limité à 5%. Et entre les meilleures mains. Les scientifiques sont effarés de ces résultats annoncés, d'autant que Brigitte Boisselier affirme que ces clones sont tous en bonne santé, ce qui n'est pas vraiment le cas chez les animaux clonés. On sait que les clones présentent un certain nombre d'anomalies. Entre le tiers et la moitié des veaux qui naissent ont des malformations diverses et meurent rapidement à la naissance. Donc vous voyez les risques si on transpose cela chez l'homme. Pour la communauté scientifique, les bébés clonés semblent être bien virtuels. Une conviction que le juge de Floride va bientôt partager. 29 janvier 2003, l'ambiance est électrique. Brigitte Boisselier est convoquée par le tribunal de Fort Lauderdale. La scientifique doit enfin révéler sous serment où se trouve le supposé bébé clone Ève. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité.
J'ai commencé par cette question. Docteur Boisselier, où est le bébé? Et le docteur Boisselier n'a pas répondu. J'ai reposé la question, où est le bébé? Elle a dit, je refuse de répondre. À ce moment-là, le juge a dit, docteur Boisselier, vous êtes dans un tribunal, vous êtes obligé de répondre, où est le bébé? Je veux que vous disiez à la cour où est actuellement le bébé. Le bébé n'est pas né aux États-Unis. Je veux que vous disiez à la cour où est actuellement le bébé. D'accord. Le bébé est en Israël. Et l'endroit exact où est l'enfant, pourriez-vous le dire? Je vous le dirais si je le savais, mais nous avons perdu contact et donc je ne sais pas où elle est actuellement. Bon, je ne vais pas donner plus de crédibilité à cette situation qu'elle en a déjà reçue. Brigitte Boisselier vient de se décrédibiliser toute seule. Le juge la laisse partir. Mais là encore, elle a une parade. Toujours la même. Les semaines s'écoulent et toujours pas de preuves. Brigitte Boisselier continue d'annoncer des naissances à droite et à gauche. Le site internet Clonaid annonce des naissances, annonce la création d'une association de parents clonés et le délire continue. Ils sont totalement décrédibilisés, mais vraiment sévères. Nous sommes maintenant 3 ans après et nous n'avons toujours rien vu, hein. C'est si drôle. Vous ne me connaissez vraiment pas. Comment aurais-je pu annoncer devant le monde entier une telle chose si ce n'était pas vrai? Une fois la pression médiatique retombée, la vie a repris son cours normal sur le site québécois des Raéliens. Personne n'a jamais vu une candidate mère porteuse enceinte d'un clone. Raël a même fini par admettre que toute cette histoire pourrait bien être fausse, tout en prétendant que cela avait été tout de même bénéfique pour la secte. De toute façon, pour nous, c'est une situation gagnante sur les deux tableaux, parce que si c'est vrai qu'il y a un bébé clone, nous gagnons. Ça nous a fait connaître et en plus, elle a fait une avancée scientifique. Et si c'est faux, nous avons gagné quand même, nous sommes gagnants quand même. Ça aura fait marrer tout le monde et c'est le plus beau canular de ce siècle. Et en même temps, ça nous aura fait connaître quand même. Raël a affirmé que cette affaire avait amené 5000 membres supplémentaires, ce qui semble plus que douteux pour Geneviève Parent, à l'époque trésorière du mouvement raélien aux États-Unis. Moi, j'ai pas eu un membre. Il n'y a personne qui m'a donné d'argent. C'est devenu membre grâce à ça. Raël a même perdu certains adeptes parmi les plus fidèles et les plus engagés du mouvement. Je me suis dit, bon, quel sera le prochain gros mensonge et quel a été le gros mensonge avant? C'est la raison pour laquelle je suis sorti du mouvement raélien, parce qu'on s'amusait avec la vérité concernant le clonage. Le mouvement raélien serait depuis en perte de vitesse en Europe et en Amérique du Nord. Mais la secte a trouvé une nouvelle terre d'accueil, l'Afrique. Comme le montrent ces images tournées en 2004 au Ghana, Brigitte Boisselier, et tout comme son prophète bien-aimé Raël, sont prêts à toutes les gesticulations pour conquérir de nouveaux adeptes. Voilà, enquête signée Sophie Le et Camille Carpentier. Alors, à quoi ressemble la vie au sein de la secte, au sein du mouvement raélien? Dominique Saint-Hilaire est avec nous et toujours avec nous. Vous avez été membre de cette secte durant 13 ans. Et puis vous allez voir désormais que cette entreprise raélienne cherche de nouveaux marchés, toujours en quête de recrutement, de recruter de nouveaux adeptes, de nouveaux clients en quelque sorte. Et certains personnages assez improbables comme Dieudonné ou encore Michel Houellebecq se sont retrouvés, on va dire, aux côtés de Raël, provoque ou pas, on va le voir et on va tenter de le voir maintenant. Dominique Saint-Hilaire, je rappelle donc que vous étiez durant toutes ces années au sein du mouvement. Comment qualifieriez-vous Raël et Claude Vorillon? On l'a vu beaucoup dans cette enquête, beau parleur, manipulateur, homme à femme. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a un ego très fort. Il déteste avoir tort. Se contredit souvent, mais laisse comprendre que c'est dans le plan des Elohim. Il vous rassurait?
Oui, dans votre vie, c'était devenu quelqu'un qui était votre aiguillon, quelqu'un qui était votre guide. Oui, je dirais ça. Oui. Et toutes ces années vous ont coûté combien Difficile de faire une estimation parce que normalement nous sommes censés donner 10% de notre salaire, enfin de nos revenus après imposition. Et ça ne vous a jamais troublé quand quelqu'un vous demande d'entrer dans un mouvement et vous demande voilà, vous verserez 10% de votre salaire de manière, c'est pas quelque chose qui vous a... disons au départ, ça fait un petit peu douche froide, mais on nous laisse quand même bien comprendre que oui, il n'y a pas de contrôle, donc finalement on donne ce qu'on veut. Vous l'avez rencontrée, Brigitte Boisselier. Oui, elle est effectivement entre guillemets sous l'emprise de Raël. Enfin, je dis peut-être entre guillemets, peut-être pas du tout. Moi, je pense qu'elle est complètement sous l'emprise. Il faut voir comme elle le regarde avec des yeux enamourés. Enfin bon, c'est son prophète bien-aimé. Et elle fait partie de ces... Alors, parce que le sexe a une vraie dimension importante au sein de ce mouvement, de ces anges, de ces personnes qui... Vous avez été un ange de Raël? Disons que quand il y a eu le texte de l'Ordre des Anges, qui soi-disant était dicté par Yahvé, le chef des éternels, le chef des Elohim, nos créateurs, à Raël, bon, j'ai tiqué un peu parce que je me suis dit finalement, ces Elohim veulent revenir sur Terre pour avoir des femmes. Bon, je me suis dit, n'ont-ils pas de femmes chez eux? Puis en plus, j'ai pensé à la différence de taille, parce que souvenez-vous que les Elohim font quand même 1m20. Oui, vous avez quand même décrypté le phénomène. Voilà, c'est-à-dire, vous êtes dit, il y a des extraterrestres, d'accord, ils sont de petite taille, ça va être compliqué avec... Voilà, techniquement, je me suis dit, ça va être quand même un petit peu bizarre. Et puis, bon, personnellement, je m'étais dit... Si j'aimerais bien rencontrer les Elohim, mais je voudrais les rencontrer en tant que femme responsable, en tant que guide ou en tant que raélienne, mais non pas en tant que bonne à tout faire ou bien prostituée de luxe, quoi. Prostituée de luxe, parce que les femmes autour de Raël ont cette dimension-là, effectivement, d'être soumises, ou en tout cas... Oui, alors ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'au départ, il y a eu donc cet ordre des anges. Il n'y avait que les plumes blanches et les plumes roses. Les plumes roses... Plumes roses, juste... Alors, plumes blanches, c'était toutes les femmes qui désiraient être anges. Plumes roses, les élus. Les élus, c'est-à-dire celles qui se réservent pour les Elohim et leurs représentants sur Terre. Donc évidemment, il y en a qu'un. Ils ne sont pas là, en gros, pour l'élu, quoi. Pour il n'y a qu'un représentant. Et puis, finalement, en observant bien, parmi les plumes roses, il n'y avait que des vieilles. Des femmes qui étaient un peu blasées, puis qui avaient envie, parce qu'il faut dire que les femmes avaient un besoin de spiritualité qui existe de moins en moins dans la structure. En même temps, c'est pas un playboy non plus. Frédéric Lenoir. Exactement. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai que c'était le système de fonctionnement, en tout cas. Il est entouré quand même d'un aréopage de quelques très jolies femmes. Moi, je sais que j'ai un ami qui est cinéaste qui a été rencontré Raël. Il m'a dit, j'ai été accueilli dans le parking par une véritable jeune femme, voilà, qui m'ont embrassé somptueusement sur la bouche. Ensuite, il était entouré de femmes pendant 3 jours. Mais et donc vraiment, on peut dire, ce sont des prostituées sacrées. Honnêtement, on ferait aujourd'hui un film, une comédie sur une secte, la fausse soucoupe volante que vous voyez dans les écrans, la tunique blanche, le chouchou sur la tête. Mais on dirait c'est pas crédible, on en fait trop, quoi. Honnêtement, on en fait trop. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. Vous aviez le sentiment d'appartenir à un monde à part? Alors là, tout à fait. C'est sans arrêt, on nous flatte dans le sens du poil. Et moi, j'avoue que c'est une des raisons pour laquelle je suis partie. C'est une de ces petites choses. Parce que sans arrêt, on nous répète, vous êtes la conscience de l'humanité. Vous êtes le cerveau de l'humanité, les neurones de l'humanité. Les autres, ce sont tous des pauvres cons, quoi. Dominique Saint-Hilaire, c'est difficile de rompre avec le mouvement raélien. Est-ce que vous avez subi, vous, des pressions à un moment donné? Je n'ai pas subi de pression directe. Mais enfin, j'ai quand même, je subis une pression depuis plusieurs années, puisque j'ai eu l'occasion de donner un témoignage pour une télévision canadienne, et depuis, je suis en procès avec lui. Je gagne mes procès, et maintenant, il continue jusqu'en cassation. Alors, autre exemple de pression, je voudrais vous lire un courrier qu'a reçu récemment une ancienne adepte qui souhaitait, elle, comme vous, s'exprimer sur le mouvement raélien et sur les pratiques de la secte. Je cite: « Mieux vaut que tu aies un bon avocat et un compte bien fourni, parce que je vais te poursuivre jusqu'à son dernier centime. Réfléchis bien avant de faire le moindre geste, car cela sera une guerre longue, chère pour toi. » Un courrier rédigé par un haut représentant de la secte. Ce type de courrier, de pression, c'est typiquement, en tout cas, le caractère et la caractéristique d'une secte. Oui, mais en même temps, je crois que, et c'est pour ça que le témoignage est très intéressant, c'est que les principales pressions, elles sont pas de cet ordre-là. Elles sont d'abord intérieures. Ce sont les adeptes ont intégré, si vous voulez, le fait que elles étaient dans un groupe où on allait leur apporter un salut, une spiritualité, une vérité, des valeurs positives. Et parce que les adeptes ont intégré ça, et y croient,
c'est eux-mêmes qui se mettent finalement la plus forte pression. Ce n'est pas des pressions extérieures de type des menaces, on va te tuer si tu quittes. Ça, c'est la représentation tout à fait caricaturale qu'on a des sectes. Un peu fantasmagorique. Fantasmagorique avec le type qui doit s'évader la nuit. Enfin, c'est des images d'Épinal. On a intégré à l'intérieur du psychisme. Et donc, c'est parce qu'on croit que si on quitte le groupe, finalement, on se dit mais on va pas être sauvé. On va rater notre vie parce qu'on a cru à un moment donné au message du gourou et du coup on l'a intégré. Et c'est de ça dont il faut se débarrasser. On va regarder des images maintenant, des images qui ont été tournées sur un nouveau territoire de conquête en Afrique. Raël a décidé depuis quelque temps de se diriger vers l'Afrique. Comment vous l'expliquez? C'est quoi? Ce sont de nouvelles parts de marché? Il faut se retourner vers d'autres clients potentiels? Oui? Non? Ben oui, c'est-à-dire que Raël, de toute façon, il est usé. C'est-à-dire que même si on parle encore de lui, il recrute de moins en moins d'adeptes en Occident. Par ailleurs, il y a des pays où il a des gros problèmes à cause du clonage. C'est-à-dire que ses déclarations sur le clonage humain fait que, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays, il ne peut pas aller. Il est interdit. Donc, il faut qu'il trouve des nouveaux territoires dans lesquels il y a un no man's land juridique qui lui permette de développer ses éventuels laboratoires de clonage. Et puis, il est toujours à la recherche, effectivement, de gens qui pourraient croire à son message. Et puis, tout simplement, il est à la recherche de jolies femmes. Et le continent africain, j'ai vu un jour une interview de lui, il disait qu'il était très sensible aux belles métisses. Bon, ben voilà, il va aller trouver en Afrique des nouveaux anges. Dominique Saint-Hilaire, c'est derrière vous maintenant, ou vous avez encore des relations, des contacts avec d'anciens Raéliens? Eh bien non, je n'ai pas de contact du tout avec les Raéliens. Pourquoi vous êtes considérée comme une traître? Je suis considérée comme une traître, une traître, une frustrée, quelqu'un qui je vaux pas du tout la peine qu'on parle avec moi, quoi. Mais en tout cas, ça valait la peine que vous veniez sur ce plateau. Je vous remercie. Je vous en remercie. Merci d'être venu nous expliquer un petit peu la face cachée de ce mouvement. Et c'est assez rare que d'anciens adeptes s'expriment. Merci Frédéric Lenoir d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le monde des religions. Ce mois-ci, ça sera des chrétiens de Troyes au Da Vinci Code, la quête du Graal, toujours d'actualité. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à Jean-Marie Goua avec qui nous préparons cette émission. Tout de suite, 100% foot, Estelle Denis et ses invités. Belle fin de soirée à vous. Secret d'actualité continue sur M6.fr.